Le chercheur, c'était moi. Et le type, c'était Jacques Van der Biest. Et pourquoi Jacques Van der Biest? 5 minutes d'arrêt. Si vous voulez bien. Donc, ce type qui demande une collaboration à un cercle de travail, c'est Jacques Van der Biest. Alors, Jacques Van der Biest, je dis un mot de lui, puis après. C'est un. Il est vicaire dans les Marolles. Les Marolles, c'est quand même une zone de taudis et un peu affreuse quand on doit y vivre, mais à la fois une zone économique. Bon. Et c'est une personnalité. Bon, il était prêtre, catholique romain, mais j'avais parfois l'impression que ça n'inspirait pas du tout. Il avait une vie très libre, et ce qui l'animait le plus, c'était la pensée grecque. Il avait fort étudié la pensée grecque, et entre autres, la pensée grecque sur la ville. Je vais arriver à la demande de... Alors pourquoi est-ce qu'il me convoque à quoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins, c'est l'inquiétude de l'Église de Bruxelles qui se demande pourquoi il n'y a plus personne dans les églises, et de moins en moins, et qui crée un colloque. Déjà Oui, qui crée un colloque de réflexion, mais que faire? Pourquoi et que faire? Voilà. Et il y a des cellules de travail, dont une spécifiquement sur l'urbain, sur la ville, à laquelle participent toute une série de gens, y compris Jean Remy par exemple, et puis moi-même, là. Alors, un jour, un article, première page du journal La Cité, sur l'aménagement du carrefour de l'Europe, où la ville veut créer un parc, avec des parkings en dessous. Donc dans cet espace dégagé par les travaux de la jonction Nord-Midi, mais la ville avait profité de ces travaux pour faire raser beaucoup plus large que nécessaire. Comme ça, c'est c'est l'État qui payait les taudis à raser, et pas la ville. Hein. Et puis le terrain était resté là, un peu aménagé, et parking près de la Grande Place. Bon. Et la ville a l'idée de consolider cette situation en faisant un parking souterrain avec un jardin prolongeant les jardins de l'Albertine jusqu'à la Grande Place, en fait, jusqu'aux Galeries Saint-Hubert. Et l'article de La Cité dit non, il faut rebâtir à cet endroit-là. Rebâtir des maisons, des habitations. Et l'article est signé de qui? De Maurice Culot, que personne ne connaît. De groupe de travail, là, il n'y a personne qui connaît. Mais on envoie Van der Biest en délégation, aller voir qui c'est ce garçon, et il revient à la réunion suivante, il fait un petit rapport en disant, il pense exactement dans la ligne où nous essayons de travailler, dans la même ligne. C'est un peu bizarre, c'est quand même un peu bizarre. Petite anecdote, il habitait dans la maison, il existe toujours, il y a un plancher, puis 3 marches, un autre plancher qui continue, et il n'y avait pas de meubles chez Culot, et il tapait à genoux, la machine à écrire était mise là, si vous voulez. Et lui était à genoux, là, il tapait la machine à écrire comme ça, et Van der Biest a dit, et son épouse est habillée vraiment très court. C'était la mode de Mary Quant. Vous vous souvenez de Mary Quant, donc le début des mini-jupes, si vous voulez, de Mary Quant à Londres, hein, c'était très célèbre. Mais enfin, on peut... Et alors, Maurice est venu à la réunion, et tout de suite, il y a eu ce colloque ecclésiastique, si je veux dire, d'un côté, mais tout de suite, s'est créé un groupe
qui a été tout de suite appelé atelier de recherche et d'action urbaine. C'est qui est un mot d'architecte, un sociologue n'a pas l'idée. C'est Maurice Culot qui crée ce titre, atelier de recherche et d'action urbaine, parce qu'un atelier, c'est pas dans le vocabulaire, dans la pensée d'un sociologue, ni d'un théologien, ni d'un philosophe grec, disons. Directement alors, il n'y a plus rien à voir avec le côté ecclésiastique, tout ça c'est totalement séparé. Il y a comme grand membre, il y a Roger Leblanc, qui s'occupe surtout du logement des taudisards, conseiller communal de la ville de Bruxelles. Il y a un autre qui est Louis Van Gate, président du Parti communiste, qui a toujours été présent à la Roue. Et quand c'était pas lui, c'était Jacques Moins. Donc il y a tout de suite eu, parce que je le lis, la Roue c'est une succession pas du tout, c'est une rupture. Il n'y a jamais plus eu d'influence ecclésiale, si je puis dire, sur la Roue. Et alors, ce qu'il se décide tout de suite, c'est tout de suite comme ça, c'est la ville habitée. C'est la ville habitée. Et à ce moment-là, on découvre alors ce que les communistes de Belgique ne connaissaient pas. Comment dirais-je, pourquoi ils ne connaissaient pas, enfin, j'ai un arc à dire. Dans la littérature marxiste, il n'y a pas de pensée sur la ville. Il n'y a pas de texte sur la ville, sauf que la ville fait partie de l'exploitation capitaliste générale. C'est la bourgeoisie qui tient les villes et qui la contrôle et bon. Mais c'est pas très explicite en fait dans la pensée marxiste. C'est pas un champ de lutte pour les marxistes. Ce qui les intéressait plus, c'est la deuxième piste. Un ami qui s'appelle Lochkin vient de décéder, c'était un marxiste étudiant les structures de production de l'espace sur le plan économique. C'est quoi je ne sais pas, la famille Bâton, pour prendre un cas, c'est quoi, ok? Les liens de structures bancaires, économiques, etc. Mais la production elle-même, l'enfant produit par ces structures ne les intéressait pas beaucoup dans la littérature, par exemple. C'était non. Il y a eu par contre, alors, des livres extrêmement importants qui sont sortis en même temps. Enfin, je n'ai pas une très bonne mémoire de ça, sauf le contenu. Moi, je ne sais ni les titres ni les noms des auteurs, mais je sais le contenu. Bon. Sort le livre de Lefebvre, Le droit à la ville. Lefebvre lui-même est un philosophe, sociologue de la vie quotidienne. Ses premières recherches, d'ailleurs, portent sur le monde rural, et pas sur la ville. Et puis il publie, il invente ce titre, Le droit à la ville. Le droit à la ville. Et là, ça commence à avoir des échos. Jane Jacobs aux États-Unis, d'un point de vue non marxiste alors, d'un point de vue, disons, social-démocrate, plaide pour la même chose. Elle ira même très loin, elle va même plaider, ça, je peux faire la parenthèse et la fermer si je ne perds pas le fil, elle va même plaider pour, je dirais, l'indépendance des villes par rapport aux États-nations. Par exemple, les villes publiant des monnaies de ville, des monnaies urbaines, on a étudié ça à Laro à l'époque, ça paraissait un peu saugrenu, mais enfin bon, on a vu apparaître des choses dans ce sens-là. Ça, c'est Jane Jacobs. Oui. Entre parenthèses, je viens de trouver chez Spinoza la même idée d'État aristocratique fédéral. C'est en fait des États constitués de réseaux de villes, plutôt que d'États, réseaux de villes. Bon, je ferme la parenthèse. C'est une idée assez vieille en réalité.
Bon, donc alors on a ces choses à la disposition, et arrive un accident qui va concrétiser les choses, donner de l'écho aux choses. C'est, disons, l'arasement, le projet d'arasement de 3 îlots d'habitation derrière le palais de justice pour l'extension des bureaux du palais de justice et les archives et des choses comme ça. Mais c'était des îlots habités. C'était des îlots habités. Et là, naturellement, Van der Biest habite là, lui, il fallait pas bien tomber sur lui. Et donc, il a mobilisé naturellement. Van der Biest jouant toujours à 2 niveaux. C'est pour ça que c'est une personnalité assez étonnante. Il jouait le niveau très populaire, il parlait le bruxellois. Son père était professeur d'université à l'ULB, il ne faut pas oublier non plus, en monteur diesel. D'un autre côté, Van der Biest, l'église des Minimes, la fabrique d'église de l'église des Minimes est aux mains de la noblesse. Donc Van der Biest, quand il n'avait pas d'argent pour ses activités, je dirais, populaires, il allait taper les nobles de l'autre côté pour en avoir. Donc vous voyez, le cerner, c'était extrêmement difficile, mais il sortirait toujours comme ça. Bon, donc, révolte. Il y a 3 ministres qui sont dedans, de la justice, des travaux publics et des communications. Les 3 sont dedans. Mais les Marolles, c'est connu de la Belgique entière. Ça a un écho dans la tête des habitants de Virton, de la dune de Blankenberg, je veux dire. Les Marolles, ça a touché aux Marolles pour des bureaux et des archives. Ça a fait un bruit. Mais que faire ? Et là se créent alors des comités autonomes qui n'ont rien à voir, etc. Mais il y a quand même toujours l'ARO qui est là, avec des intellos dedans, un peu distants de l'activité quotidienne, des luttes, je dirais, quotidiennes, pour employer ce vocabulaire, comme les Marolles, mais il y a des liens. Et par exemple, c'est Culot qui va faire passer l'idée de rénovation sans arasement, sans démolition, qui va faire le PPA, comme ça maintenant, PPS. On l'a fait un dimanche, on s'est promené, lui et moi, de maison en maison alors ça a été fait. C'était un combat, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça voulait dire à la ville de Bruxelles, ce que ça voulait dire à la ville de Bruxelles que de restaurer, rénover. C'était des mots qui n'existaient pas dans la tête. Il y avait l'expropriation par zone, mais c'était destiné à raser tout, à recommencer, et par zone, pas maison à maison. Donc c'était tout, restaurer les lieux sur place pour une population sur place, c'était inaudible. Il n'était pas de mauvaise volonté, il n'était pas méchant, ni rien. Ils étaient d'un autre monde de l'arasement, celui de l'arasement. Pour des raisons. Je me souviens, je suis interpellé par le président de la Société nationale du logement, donc le patron du logement social, qui me dit, mais je ne comprends pas, nous allons reloger tout le monde dans de bonnes conditions qu'ils ne connaîtront jamais autrement. Moi, je dis, c'est vrai, mais pour l'instant, ils sont à 5 minutes de l'hôpital Saint-Pierre, qui est un des hôpitaux les meilleurs du pays. Et ça, vous ne donnerez jamais plus. C'est impossible. Ça, vous ne pourrez pas offrir. Or, pour cette population-là, c'est essentiel d'être à 5 minutes de l'hôpital Saint-Pierre. Et c'était des perspectives qu'ils n'avaient pas du tout en tête. Ils n'étaient pas méchants, mais ils n'avaient jamais pensé à ça. Et personne ne pensait au sens que ça avait que la coexistence, de la proximité, de la différence. Personne ne pensait à cela. Voilà. Et c'était... Alors, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris
je sais des anecdotes, mais c'est pour expliquer comment des concepts je suis interpellé par le directeur général de l'urbanisme de Bruxelles, Fallas. Il m'a dit, j'ai pris des renseignements sur vous. Il me dit, j'ai dit, ça c'est gentil, il n'y avait pas encore Internet. Et j'aimerais bien savoir, vous avez une famille, etc. Croyez-vous vraiment que vous pouvez habiter en ville ? Il ne pensait pas, c'était l'urbaniste en chef de Bruxelles. Pour lui, c'était quoi son métier d'aménagement urbain? C'était appliquer la charte d'Athènes. Et que dit la charte d'Athènes? Je vous le rappelle. D'abord, la charte d'Athènes, c'est quoi? C'est la synthèse des travaux des architectes de l'entre-deux-guerres, de l'après-guerre, qui se trouvent une doctrine, veulent formuler une charte, enfin une doctrine d'urbanisation, d'aménagement du territoire et d'urbanisation. C'est Le Corbusier qui l'écrit, finalement, mais je vais tout de suite après dire quelque chose. L'article 77 dit il y a 4 fonctions urbaines: habiter, travailler, se reposer, circuler. Article 78, à chacune de ces fonctions doit correspondre un territoire. C'est l'inverse de l'urbain, c'est l'inverse de la rencontre, c'est la séparation fonctionnelle. Donc un trèfle à 3 feuilles avec des nervures de circulation. C'est ça le principe. Donc déménager, sortir de Bruxelles apparaissait comme... Alors c'était fondé, je viens de trouver quelque chose de tout à fait marrant, si je peux dire, partie marrant. Il y a à Paris une très belle exposition au mémorial juif. Le mémorial se trouve derrière l'hôtel de ville, dans le Marais. Une exposition sur le journal Spirou. Pourquoi sur le journal Spirou? Mais parce que Spirou a, pendant la guerre, été du côté de la résistance et de l'aide apportée aux Juifs. Tintin a toujours été considéré, chez moi, comme un journal de collaborateurs. Et donc, il y a le catalogue, une page du catalogue, une photo d'un journal, et au cœur de ce journal, un petit carré comme ça, annonçant l'exposition de l'exposition sur la méthode américaine de bâtir et d'aménager le territoire. Septembre 1946, dans la salle de la Madeleine. J'ai trouvé le catalogue, hein. Je l'ai. Et c'est vraiment le fonctionnalisme pur, c'est-à-dire maison surtout individuelle, isolée sur un terrain, mais sans séparation, sans mur mitoyen, et la bagnole, naturellement, et la préfabrication. On retrouve tous les thèmes qu'on va retrouver, écrits en 1946, exposition qui pense à la période 39-45, disons, voilà, pour simplifier. Tout se trouve là-dedans, quelques pages. Et donc, tout le monde est dans ce rythme-là. Faire le quartier du... Alors, nous, la roue va s'occuper du quartier devant la gare centrale, le carrefour de l'Europe. Les Maroliens vont s'occuper des Marolles et nous du carrefour de l'Europe. Alors, Culon avec Michel, j'oublie son nom, excusez-moi maintenant, mais, va faire le plan d'aménagement, une proposition de plan Non, la ville fait une proposition de plan d'aménagement, c'est ça, exactement. La ville fait, finalement... Ah non, attendez, je me trompe. Culon va faire une alternative, une contre-proposition au parc, au jardin proposé par la ville. On est reçu, la presse parle, on tient une conférence de presse, c'est aussi une idée de sortir dans l'opinion publique. Les journaux viennent. Moi j'étais impressionné, on me dit « Toi tu présides ». Bon, moi je n'ai jamais rien présidé de ce genre-là, d'ailleurs j'étais dans mes petits souliers. Et la presse répercute, et on a contact avec la ville.
je vois encore la scène, une grande table, j'avais jamais été dans les locaux des échevins là au-dessus. L'échevin, c'était Paul van den Muylen, bon, qui est une personnalité ambiguë à certains niveaux, etc., mais un homme politique, le sens politique, ça il l'avait à 100%. Hein. Et on est autour de la table et je suis accompagné donc de Maurice et puis de Michel, non, d'Étienne Paquet, voilà son nom, Étienne Paquet. Et VDB dit c'est gentil, vous êtes mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous passez dans la presse, prenez contact directement avec nous? Ce sera bien plus amical. Moi, dans ma tête de vicieux, je dis, tiens, première règle, d'abord aller à la presse, après aux hommes politiques. Ce que nous avons maintenu pendant 55 ans. Puis il dit, c'est facile de critiquer, etc., mais il faut avoir des idées. Et là, il y avait les dessins de Maurice et d'Étienne. Je dis, mais on a là, VDB prend la première page, je la mets de côté, et là, il a un regard immédiat, et il dit, mais c'est mieux que notre plan. Il commence à sermonner son entourage en disant, mais lui, il voit tout de suite qu'il y a une rentabilité, on peut le dire comme ça, une rentabilité plus grande pour la ville dans la reconstruction du bâti à cet endroit-là qu'un bête espace vert supplémentaire à côté de l'Albertine, alors qu'il y a le trottoir en place. Enfin bon, il voit tout de suite et moi, tout de suite, je me dis, deuxième leçon, il faut faire des contre-projets, mais qui est une plus-value, qui est de la plus-value par rapport au premier projet. Par rapport au projet, il faut qu'il soit meilleur, qu'il soit plus rentable sur le plan de l'habitant, de tout ce qu'on veut, enfin bref. Et puis il dit, et puis il réfléchit, et il dit, oui j'ai raconté ça, il dit, et si on collaborait, je dis moi, j'avais un peu de langage de syndicaliste. Écoutez, nous ne sommes pas mandatés pour cela. Non, dit ça, je comprends. Consultez vos instances, qui dit. Même le mot instance pour un rond. À mourir, moi je ne riais pas, mais. Bon, alors on a tout de suite. Une grosse décision a été prise. En fait, ça tenait, veut dire d'abord la presse, que ce soit meilleur sur le plan du fond, par rapport à l'urbain, c'est-à-dire que nous sortions de la complexité plutôt que de l'unifonctionnel. Et trois, nous sommes destinés à l'éducation, à la culture du public, et non pas à remplacer un architecte qui est... Parce que ça s'est reposé dans d'autres lieux directement, non pas à dire on est meilleur que l'architecte A, jamais nous n'avons... Aucun plan de la roue n'a jamais été exécuté, n'a jamais été que pour la formation et pour la solidité du débat politique sur la ville. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'argent, mais on doit être meilleur sur le plan intellectuel. On doit être plus fort sur le plan intellectuel. Et c'est comme ça que vous commencez alors la production d'alternatives de la roue, par culot, il faut le dire, par culot, par d'autres, etc. Tout ça est complexe à raconter, 50 ans. Mais alors avec des étudiants de la Cambre, parce que Culot est allé à la Cambre, moi j'y étais un peu aussi, mais tout ça a très mal tourné, par la pression des architectes modernistes qui ont dit la Cambre va se transformer en une école de la roue, etc. etc. C'était une aventure extraordinaire, c'était tuant, vous n'imaginez pas ce que c'était difficile. En attendant, la roue a repris deux idées vous savez, je ne me vante pas du tout, hein, je raconte, mais moi je ne suis pas vantard du tout, je n'ai pas besoin. L'idée des visites, alors. Donc on a continué. Alors, non, la première idée, c'est de reprendre les semaines, les Katholikentag de Bismarck et de l'appliquer à la roue. On est en train de préparer la 54e. C'est assez incroyable quand même qu'un groupuscule de quelques couillons. Oui, mais enfin, il faut quand même être fier de ce qu'on fait. Pas orgueilleux, mais fier de... C'est une production incroyable. J'ai ici la liste des 30 premières années. Écoutez, c'est hallucinant.
c'est un document qui vient des 30 premières années. Ici, quand vous regardez un peu, voyage d'études par exemple, même chose, voyage d'études, de nouveau pour la formation, de Bologne, je suis en 99 à Stockholm, où on a toujours essayé d'entrer en contact avec des militants, etc., locaux, mais ce qui est très difficile. En fait, on aurait dû toujours avoir des moyens d'envoyer quelqu'un en mission pour faire une organisation, puis faire le voyage après, mais ça, on n'avait pas le pognon pour faire ça, bien entendu. Mais quand on regarde les publications, quand on regarde les écoles urbaines, allez, je prends la 26e, Bruxelles, 5 ans de politique régionale. Et alors, une ville quasi-État, le droit à la ville, vitalité économique et dynamique sociale, belle horloge de liberté, par Jean-François Lejeune, devenu professeur à Miami, que sur les prochaines années, etc., etc. C'est un travail considérable de nature intellectuelle. Et c'est comme ça qu'il faut quand même être très fier. Donc, alors, il y a une dimension nouvelle qui va naître. Donc, alors, le type... Je reste vite sur le carrefour de l'Europe, je ne prends pas de temps peut-être. Carrefour de l'Europe, la critique qui a été faite par les architectes, c'était une sorte de... Il y a eu un projet que la presse, Patarou, un projet. Finalement, la ville alors a fait, après 20 ans, a débloqué le dossier du Carrefour de l'Europe. Après 20 ans, a débloqué le Carrefour de l'Europe. Un projet est sorti qui était vraiment très postmoderniste, qui a été canardé, si je peux dire, par le soir. Je ne sais pas pour quelle raison. L'architecture, disons, c'est pas l'implantation, mais l'architecture a été bousillée. On a republié à la Roue un autre plan qui était très bon, moi je trouve, mais qui est tombé par terre. Et le plan actuel a été très critiqué, pas par les fonctions, 40 appartements quand même, par l'hôtel. C'est pas idiot, on peut pas, urbanistiquement c'est pas idiot. Le parking, l'entrée du parking. Je suis appelé un soir chez Demarais, je fais l'urbanisme, et il y a De Clercq qui est là. C'est De Clercq le patron des parkings, non? Oui, De Clercq, et qui... Non, j'étais interrogé sur l'entrée du parking du côté Grand Place, l'entrée du côté Grand Place, et je dis, bon, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Louis Mars, on est Louis Mars, et pas comme ça, il faut une entrée, bon, il faut... Oui, mais les femmes ne savent pas conduire. Elles sont en difficulté de faire la courbe. De Marais qui est là, qui dit, ça c'est vrai, elles ne savent pas conduire. À juger, grande gueule. Hallucinant. Hallucinant. Que faire, me jeter dans... Je ne sais pas ce qu'on va le dire. Bon, mais l'argument était celui qui a percuté. Souvent, mais dans toute négociation, quelle que soit la matière, il y a un argument qui tombe. Saint-Géry, par exemple. Saint-Géry, c'était la halle rasée. Oui, c'était rasé, ça. Donc, on intervient. Et c'est un stagiaire suisse qui fait le contre-projet de la Roue, etc. Je peux peut-être mêler avec des trucs d'interenvironnement. Je peux parler de ça aussi. Bon. Et il fait le collège, je l'ai appris. C'est Marc-Antoine Pierson, échevin, qui, ayant vu la réaction de la Roue, fait le tour. On avait eu un argument. Supposons le bâtiment supprimé. Eh bien, tout le pourtour, ce sera moche à crever parce que c'était moche à crever. Un peu comme ça. Et c'est l'argument qu'il a emporté. Ce serait moche, ce serait une plage. Ce ne serait pas beau si on rase le bâtiment. C'est un argument mineur dans l'argumentaire, mais c'est ça qui emporte la décision, enfin, le fait de changer. Bon, alors, je termine sur la Roue. Donc, les écoles urbaines, les midis de l'urbanisme, parce qu'il y avait les midis de la poésie, on s'est dit, il faut bien les midis de l'urbanisme, ça c'est à reprendre, ça c'est mon désir vraiment. Et il y a les visites. Alors là, je les rapporte de Stockholm. Je suis toujours au mouvement vrai chrétien.
il y a le premier congrès de l'ONU sur l'environnement, c'est en 72 à Stockholm. On en reparle parce qu'on a vraiment oublié celui-là. Et je vais là avec le prince Albert, Michel Didisheim, des fonctionnaires belges, etc. Dans ce genre de congrès incroyable, il faisait beau à cette époque, à Stockholm, en juin, il fait remarquable. Là. Il y avait des habitants de Stockholm qui luttaient contre l'extension de leur métro et qui faisaient des visites guidées. Ben, j'ai ramené des idées de visites guidées. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé le petit dépliant que l'on distribuait à l'époque, écrit en rouge, visite Bruxelles autrement, je crois que c'était le titre. J'ai celui ici que j'ai imité par ailleurs de la ville de Bath en Angleterre. C'est un document comme ça, en long. Si jamais vous le trouvez, il faut absolument le garder, parce que je n'en ai plus. J'ai tout cherché. Oui, vous l'avez, vous, encore. Moi, j'ai cherché dans toutes mes armoires. Ça m'intéresserait d'en avoir une copie. Oui. Donc c'était le même schéma. C'est le même schéma que celui-ci. Oui, oui. Donc, visites guidées qui ont tout de suite beaucoup de succès. Qui sont exigeantes, c'est aussi le samedi et tout ça, il faut le faire, beaucoup de travail, tout ça, beaucoup de travail. Alors, naissance d'interenvironnement. Ça, c'est le quartier, ça tombe sur le quartier des Sablons. Le conseil, la Cour des comptes, voyez où c'est. C'était la Banque de Bruxelles dans le temps, là. C'était la Banque de Bruxelles Lambert. Puis un projet d'extension de la Banque de Bruxelles. Moi, je rentre de vacances et Maurice me dit demain, il y a une conférence de presse, tu dois la présider. Je dis, j'aime même pas le texte, enfin bon. Je dis, rien, tu vas le. Bon. Et le texte se concluait de la manière suivante. Très délicat, ça à vous foutre des haines pour toute la vie. Pourquoi est-ce que le quartier des Arts ne dit rien sur ce projet? Est-ce parce que certains administrateurs de la Banque de Bruxelles sont aussi administrateurs de quartier des Arts? Naturellement, il y a un homme qui a compris, c'est Michel Didisheim, secrétaire de quartier des Arts, qui a pensé directement, si on se tire comme ça les uns sur les autres, ça n'ira jamais. Il faut absolument trouver une organisation commune, un front commun. Il a mis 2 ans, au moins 2 ans, pour créer Interenvironnement Bond Better Life Milieu. Il a bien fallu 2 ans de négociations serrées. La résistance venait de la roue d'un côté et des Flamands de l'autre. Parce que les Flamands avaient déjà de très grandes organisations, overkoepelende organen, qui chapeautent plusieurs associations. Et donc, ils n'avaient pas envie d'avoir un chapeau supplémentaire, si je peux dire. Et du côté de la roue, il y avait une forte opposition en disant on va être embragué dans un mouvement de bourgeois où on sera minoritaire, etc., etc., etc. Et finalement, on a conclu... donc la roue était vraiment divisée entre interenvironnement. Finalement, on a conclu que j'irai et que je prendrai la présidence. Que la roue aurait donc le contrôle des choses. Et je m'étais engagé à le faire pendant 10 ans. Je devais 10 ans, puis j'ai démissionné. Assez vite, il y avait des sections régionales. Alors, du côté wallon, il y a une volonté assez rapide de s'autonomiser. Il y a eu... Alors, Bruxelles, on avait de grosses difficultés, pas avec les Bruxellois flamands, mais des difficultés administratives, je dirais, bêtement, de traduction, de convocation des PV, etc., ça était impossible d'en sortir, même financièrement, ça n'allait pas du tout. Et de commun accord avec
Wim pour les anciens, qui lui imitait les visites avec Bruxelles Binnenstebuiten, qui habite chez toi. On a décidé, de commun accord, de faire 2 ASBL séparés, mais de façon totalement pacifique. Enfin bon, voilà, totalement. C'est Larot, et ça, Philippe de Keyser, qui a géré la suppression d'interenvironnement national. C'est dans des conditions. Il avait un dossier comme ça à défendre devant toutes sortes de tribunaux du travail, etc. C'était très très difficile à faire, mais on peut dire que c'est à la fois les Marolles et Larot qui ont sauvé la réputation, pour simplifier. Voilà. Donc voilà. Alors. Que dire encore, moi, alors, sur le concept de ville, et puis il y a le concept environnemental. Sur le concept de ville, je dirais, c'est la mixité. La mixité, la coexistence, tout en ne rêvant pas, aussi bien que la coexistence n'est pas une chose facile, ni sur le plan social, ni sur le plan, je dirais, factuel, comportemental. Prenons un exemple. Dans les HLM parisiens, à l'origine, ces HLM avaient une part de mixité. Mais c'est devenu vite intenable. Vous êtes ouvrier, vendredi soir. Et au-dessus de chez vous habite une famille de fonctionnaires. Le vendredi soir, la famille de fonctionnaires prend sa voiture et va à la campagne. Et l'ouvrier reste à la fenêtre. Ça ne rend pas les relations faciles. Ça se supporte un peu, mais pas dans le temps. Et petit à petit, la mixité dans les HLM a disparu. Ce qui pose un des problèmes qui se pose d'ailleurs maintenant à cause de l'homogénéité des habitants de HLM. Donc c'est très compliqué de penser la mixité et de la vivre. Il ne faut pas du tout rêver. Et on voit très bien ici les glissements de population avec toutes sortes de... Bon, donc on a c'est quand même la coexistence le but de la ville et de manière à accroître la capacité de résistance dans l'adversité sociale par le biais des services sociaux, culturels, de proximité, etc., etc. Cette richesse-là, ce capital-là, est central dans la pensée de Larot. Sur la forme architecturale, Larot ne s'est jamais prononcé sur l'architecture. Je ne me souviens pas du moins. Pourquoi ? Pas parce qu'on aimerait, mais parce que politiquement ça ne marche pas. Vous dites que c'est laid, moi je dis que c'est beau. On est dans le relatif, on peut discuter pendant des heures, on n'en sortira pas. Par contre, sur la forme urbaine, je crois que la détermination, c'est la rue. C'est la rue, et la rue à quoi ? Eh bien, elle a un côté gauche et un côté droit qui est bâti. C'est l'îlot. Ça oui, ça c'est l'image de la ville de Larot, c'est l'îlot, la rue et l'îlot. C'est clair. Pour moi, en fait, ça a toujours été clair. Un bon projet, c'est un projet qui fait un îlot. Donc, ce qu'on fait sur la KBC le long du canal maintenant, le RRU actuel me paraît extrêmement dangereux parce qu'il me paraît espace public, etc. Mais par rue, le mot rue, je pense, n'apparaît pas dans le rapport, dans le RRU. Or, c'est la rue qui fait la ville. Vous pouvez tourner comme vous voulez, vous aurez de la périphérie, mais vous n'aurez pas de la ville. Vous manquerez cette densité qui permet la rencontre aléatoire. Justement, l'intérêt de la ville, c'est de contacter la différence. Autrement, on est dans... comment dirais-je, dans des quartiers où il n'y a plus que des femmes voilées, comment est-ce qu'une femme voilée peut voir une femme jolie sans voile qui passe dans la rue et qui n'est pas une putain ? Vous voyez, comment voir l'autre s'il n'y a pas des lieux de concentration libres où celui qui est dans le lieu échappe à un contrôle qui est derrière lui et est entouré de gens qui peuvent voir en lui, en elle,
une différence par rapport à son propre comportement, à sa propre culture. Ça, c'est central dans la construction urbaine. Alors, ça vaut pour les entreprises entre elles, etc., ça vaut à différents niveaux. Donc, la ville, c'est le lieu qui offre l'accès à la diversité. C'est le lieu qui offre au choc, qui offre à la contradiction. Alors, donc sur le plan de la forme, sur le plan alors tous les jeux de négociation, toujours, ça c'est... Bon, je crois que j'ai fini, sauf sur un point, c'est la participation. L'environnement. Ah oui, c'est l'environnement, j'étais sur l'environnement. Oui, alors, merci. Là, je n'ai rien préparé, l'environnement, ça c'est une... je pense que c'est une découverte essentielle, mais qui est venue petit à petit. Oui, c'est-à-dire que la mobilité, comment dirais, pour moi, le concept de mobilité n'est pas un bon concept. C'est l'accessibilité qui est un bon concept. La ville rend, je dirais, immédiatement accessible. Je sais bien que Paris est grand, enfin, mais immédiatement accessible, sans instruments supplémentaires, avec toutes les conséquences des instruments supplémentaires. Donc, pour moi, c'est raisonner mobilité. Pour moi, dans ma tête, à moi, ça ne marche jamais. D'ailleurs, on l'a écrit, des petits trams partout tout le temps, moins on circule, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'on est immobile devant sa fenêtre, mais moins on circule, mieux c'est, parce que l'accès doit être immédiat, physiquement immédiat, amoureusement immédiat, si je peux dire. C'est ça qu'il faut... Donc l'environnement, alors c'est vrai que sauver les marolles comme exemple fondamental, disons, c'était sauver le bâti existant. Mais l'argument était plus social et urbanistique que la destruction même d'un capital. C'est venu petit à petit l'idée, et s'épanouit cette idée à la rue Lebeau maintenant. Détruire la rue Lebeau, c'est un acte crapuleux par rapport à l'environnement. Et vraiment, moi, j'ai les tripes qui se nouent. Hein. On vient de démolir dans notre dôme les bâtiments de l'ONSS à la place Stéphanie, on vient de démolir ça. C'est crapuleux, je veux dire. Alors qu'on peut faire autrement. Et le rôle de l'arbre, c'est de détruire la destruction. Nous devons détruire la destruction. Ce sont des concepts que l'on doit détruire. Et on les remplace par... Je l'ai lu dans le document de 46 américain, là, on parle de démontage. Je me suis dit, mais on parle de démontage. C'est extraordinaire quand même. Tout d'un coup, on ne détruit plus, on démonte. Et c'est hallucinant. Il y a là une erreur, une faute de l'esprit je trouve que c'est extrêmement grave. Ce sont des dimensions que nous devons amplifier dans les analyses que nous faisons parce que elles correspondent alors au fond du climat, etc. en même temps, je dirais. Mais ça n'est pas né comme ça, comme dans la roue directement, ça s'est bâti au cours des temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire maintenant? Je devais encore dire... oui. Non, merci de votre patience. Participation. Quoi? Participation. Ah oui, la participation. Non, mais je peux en dire deux mots. Il est évident qu'on avait... Non, on a eu des... Non, la construction politique de la ville. Oui, allez, la construction politique de la ville. Alors, là, on retombe chez Van der Biest, hein, c'est-à-dire chez Platon. Oui. On retourne chez Platon, un type intéressant. Alors, si je ne me trompe pas, parce que moi je me trompe, le contenu, de toute façon, c'est celui-ci. Il y a chez Platon le désir de parler de l'homme, bon, et des qualités et des défauts de l'homme. Et il a cette idée géniale de dire c'est trop difficile de parler de l'homme,
Mais il y a quelque chose qui exprime l'homme. C'est le rassemblement des hommes. La cité, la ville, exprime l'homme. Donc, pour voir les défauts, je dirais, de l'individu, homme, la personne, prenons l'exemple des défauts et des qualités de ce lieu qui s'appelle la ville. Il faut le faire. Hein. Et alors, il dit, la ville est un rassemblement. Mais il y a des rassemblements dans la nature, les fourmis sont rassemblées, les abeilles c'est rassemblé, tout ça c'est rassemblé. Mais il y a une différence dans le rassemblement. Les hommes ont la parole. Dans le rassemblement des hommes, il y a la parole. Et c'est un texte repris dans Voici la vie, hein, un texte central. Il y a la parole. Ça, c'est la cité, c'est la police. Okay. La police, c'est la cité. Et à partir de là, tout le raisonnement alors sur la démon. C'est quoi la parole là, autre chose. Alors, bâtir la ville, fabriquer la ville, c'est un acte de parole. C'est un processus de parole. Alors, nous devons prendre, si la roue ou n'importe quel, à un moment donné, il faut prendre la parole. Et pour prendre la parole, il faut être intelligent, tout ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut aussi des structures, et aussi voir dans quel régime on est, dans quel régime global on est. Alors, moi je l'ai toujours vu comme ceci. Si je suis marxiste dans le niveau d'analyse de la situation, par exemple, je suis marxiste dans l'évaluation du statut des femmes, etc. Par exemple, enfin, mais en urbanisme aussi. Mais si je suis en reconstruction, en fabrique de, je suis coincé dans une réalité en trois pôles qui caractérisent le monde dans lequel nous sommes. Vous avez le pôle de l'économie, du marché, avec ses règles propres, bonnes ou mauvaises, mais il y a le pôle de l'économie. Il y a le pôle du politique et il y a le pôle de la société civile. Et la qualité de la démocratie dépend de l'interaction qualitative entre ces trois pôles. Alors, ce qui fut craint par les pouvoirs publics, par rapport à la roue et par rapport à l'environnement et tout ce que vous voulez, la Ligue des familles en même temps, si vous voulez, enfin, c'est que ce mouvement se transforme en mouvement politique. Pour dire, bouge-toi de là, je m'y mets. C'est la crainte fondamentale qui caractérise encore la pensée socialiste actuellement. Le fait de ne pas reconnaître l'ARO comme, comme groupe urbain, là je ne sais plus les noms, mais le groupe urbain comme tel, est lié à cela. Ils ont peur, il y a une peur du politique par rapport à la parole de la société civile. Alors ça change un petit peu depuis 3 ans, 4 ans, avec mais c'est vrai que la conquête du droit de vote, donc de la représentation d'une partie de la population qui n'était pas par le vote, est quelque chose de fondamental. Ça, c'est le rôle politique. Mais ça n'exclut pas une parole autre qui est destinée, et là c'est un mot des mots de Pierre Ancel, que vous avez connu, dans une école urbaine d'ailleurs, il dit « Nous ne représentons pas, mais nous présentons un concept de ville. Nous négocions un concept de ville, mais nous ne voulons pas représenter, on n'a pas envie de remplacer Guy Cudel, je veux dire. Quand vous alliez chez Guy Cudel, qui était accueillant, mais pendant 1 heure, vous vous faisiez engueuler. Hein. Et c'est moi qui suis élu, et c'est moi le représentant, et c'est moi ceci, etc. À bout de souffle, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Ça marchait toujours bien avec lui. Mais il devait toujours rappeler que l'homme politique, c'était lui et pas nous. Mais on ne demandait pas à être l'homme politique, si je peux dire. Il faut bien voir la dialectique entre... Donc, l'idée de nous présentons
Je veux dire, la société. Et c'est les trois pôles qui font la démocratie. Le jour que fait-on actuellement en Russie? On ferme la bouche à tout le monde. Ok? On détruit la capacité de parler. Et ça se fait par toutes sortes de biais, etc., etc. Bon, et bien voilà. Donc, la participation, alors structurellement, comment elle est née, ben ça je le raconterai à l'école urbaine, mais c'est ça l'intérêt de la participation. Alors, l'accueil. De l'autre côté, c'est très bizarre, c'est bête à dire, mais nous nous sommes battus pour avoir une région forte, dans le cadre, parce qu'il faut voir le monde fédéral autour de nous aussi, donc la Belgique autour de nous, une région forte, bon, et pour cette région forte, fusion des communes, et c'est hallucinant. Vous imaginez la force de Bruxelles s'il y avait un homme qui parle à l'État fédéral. Bon. Alors, à l'époque, aussi, les frontières linguistiques, les communes périphériques, étaient un lourd handicap pour penser Bruxelles. Parce que c'était quoi Bruxelles? Bêtement dit, c'était où? Quoi? Jusque où? Jusque... Et alors là, la région s'est créée grâce à la roue. Ça s'est résolu, ça ne devrait pas être enregistré, mais ça a été dit en public devant 3000 personnes. J'avais invité Jean-Luc Dehaene à dîner chez moi, c'était quelqu'un que je connaissais bien par mon métier. Et il y avait Philippe de Keyser, Michel Molitor, je l'ai écrit, je pense tout ça dans le livre d'ailleurs. Et on lui a dit, nous on veut la région. Tant pis s'il n'y a pas fusion de communes, on veut la région. Et on la veut en acceptant, concession aux Flamands, en acceptant les limites des 19 communes. Donc sans sortir sur Wezenbeek, Opem et Rhodes-en-Genèse. Alors je ne sais pas si les vieux d'ici connaissent ça, je peux négocier. Hein. Et c'est ça qui s'est opéré. La conséquence n'a peut-être pas été celle que j'espérais. Parce que on avait des contacts faciles, ça peut vous paraître bizarre, mais des contacts faciles avec les ministres nationaux, des travaux publics, des communications, on avait des contacts faciles. Ces contacts se sont fermés une fois la région installée, contrairement à ce que nous pensions. L'argument de Piquet est « nous sommes la proximité, donc pas besoin de vous ». Ok ? Et ça, il y a eu un effet pervers de la régionalisation par rapport à la société civile, et qui crée encore des difficultés que vous connaissez mieux que moi. Et donc là, c'est un petit peu... Donc il faut faire fort attention à la tendance alors actuelle, contemporaine, qui est vraiment de cadenasser encore plus la participation par des monstres comme le Borgmester, qui est une invention de merde pour moi, c'est vraiment la merde des merdes, par les autres instances que l'on met en place, aussi l'irresponsabilité politique qui tombe sur des hommes politiques qui, comment dirais-je, jouent en créant des parastatos, Urban Bruxelles, Perspective, etc., qui libèrent la responsabilité politique de l'homme politique. Vous comprenez, c'est pas moi, c'est les autres. Oui, mais c'est mon service qui était. On n'est plus dans l'administration. Hier, il y avait un article dans Le Monde, d'ailleurs, sur la consultance. Maintenant, quand il y a un problème, on consulte le secteur privé. Le public disparaît. La fonction publique administrative est en train de s'éroder dans tous les pays au profit d'investissements dans des sociétés de consultance privée qui ont des effets, avec effets pervers et qui libèrent le politique de ses responsabilités. C'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et pas seulement à Bruxelles ni en Belgique, mais dans le monde, et dans le monde occidental. C'est extrêmement dangereux.
Voilà, donc il y a là un objet vraiment d'intervention, et c'est pour ça que j'ai proposé comme midi d'urbanisme que l'on fasse une étude de toutes les institutions qui sont mises en place maintenant à Bruxelles, une par une, pour voir qui est dedans, comment, quel est leur pouvoir exactement, et de cerner très bien. De nouveau, je ne dis pas que ces gens sont des imoraux, c'est pas ça que je dis, mais structurellement, comme parole à dire en tant que citoyen, on perd des chances d'écho parce que il y a des barrages, des filtres successifs qui se mettent dans la prise de décision. Et plutôt que de libérer la parole pour, elle la cadenasse. Bon, moi j'ai terminé maintenant. Et l'absence de fusion, le fait, l'espoir de fusion des communes. Mais la fusion des communes, je pense que d'abord, l'argument c'était la proximité. Nous sommes, qu'on est sur le terrain, etc. Bon, ça c'est l'argument. Le deuxième argument était insultant. D'abord, c'était une thèse flamande, vous êtes des Flamingants. Vicancio vient de décéder, il avait donné une conférence à l'Interenvironnement sur la fusion de communes. C'était assez extraordinaire, un type extrêmement intelligent. Ça se tenait, je m'en souviendrai toujours, dans les locaux d'Inforfam qui ont été détruits pour faire ce musée d'art moderne ridicule dans tout son esprit. C'est un musée rue Montagne de la Cour, d'un magnifique bâtiment des années 30 qui a été rasé pour augmenter d'une largeur de fenêtre le bâtiment d'entrée actuel des Magritte. Là. Un gâchis total de ça. Et donc, de proximité, c'est nous, et nous l'avons, nous la maîtrisons. Deuxièmement, ça rappelle le gros Bruxelles de la guerre, c'est-à-dire que les Allemands, non, d'accord, mais c'est incroyable. Pour dire le gros Bruxelles, c'est vrai. Mais il faut bien savoir que le gros Berlin a été constitué en 1907, avant la guerre 14. Le Gros Berlin est constitué avant la guerre 14, avec l'appui de la gauche berlinoise, qui essaye, elle, par ce biais, d'avoir répartition financière entre quartiers riches et quartiers pauvres pour résoudre le problème. Elle est appuyée par quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui m'émeut toujours, qui est Käthe Kollwitz. Voilà, l'artiste Käthe Kollwitz, qui est extrême gauche et qui appuie la fusion des communes en Berlin avant la guerre 14. Alors nous foutent sur la gueule, nous. Oui, vous êtes comme les Boches pendant la guerre, les occupants, vous voulez le contrôle, etc. En vous disant de grosse Bruxelles, comme il y avait grosse Bruxelles, etc. C'était très dur à recevoir comme insulte, très dur et faux, totalement faux. Mais j'ai été refusé et c'est bloqué. Ça, je n'ai plus à mon âge d'espoir de voir. Alors il y a eu des fusions des polices quand même. Vous voyez, et le rôle de la ville de Bruxelles là-dedans est déterminant. Et ça, c'est un jour Piquet qui me l'a fait sentir en disant voilà, la ville de Bruxelles, parce qu'il y a une chose qui existe, n'est-ce pas, c'est la réunion de la conférence des bourgmestres. Il ne faut pas oublier que ce truc, sans procès-verbaux, sans rien, existe et prend des décisions sur la région et en contradiction avec la région. C'est un truc vicieux, la conférence des bourgmestres. Sur le plan démocratique, c'est absolument... Mais la ville de Bruxelles, il tient toujours des politiques différentes des autres, en fait, pour se protéger de la mainmise flamande. Il y a un but, ça c'est Piquet qui m'a fait remarquer, c'est-à-dire que la ville de Bruxelles veut être bien vue par l'opinion flamande par rapport aux communes de Woluwe, etc. Veut être bien vue en cas de diminution de la région, d'évolution de la région, d'évolution. Et n'oubliez pas qu'on est, qu'on est bientôt en 24,
en 2024 et qu'il y aura réforme de l'État et il faut se préparer à aller dans un sens qui nous intéresse sur le plan démocratique et urbain. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. On ne sait pas du tout dans quel... Vous avez remarqué comme moi, ça c'est d'actualité, que les partis francophones se rencontrent déjà pour fourbir leurs armes par rapport à la négociation qui aura lieu en 24. Fin 23 et 24. Et c'est pour ça que vraiment s'interroger sur nos institutions existantes pour voir comment continuer à être la parole citoyenne à côté de la parole politique et économique, c'est essentiel. Écoutez, je vous remercie de votre attention, mais je suis crevé. Hein.